Bonjour J'espère à qu'on toutes va. et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, c'est vrai que je suis un peu triste, pour être honnête, de ne pas être physiquement présent, mais je tenais à être là et je remercie Isabelle pour l'organisation de ce beau congrès et pour son invitation fidèle. Donc, on va parler aujourd'hui des nouvelles molécules dans l'œdème maculaire diabétique et de savoir ce que disent les études. Alors, si vous avez bien intérêt. Alors, on a deux familles thérapeutiques, les anti-VEGF et les corticoïdes. On va voir ce qui est un peu nouveau pour chacune. Et on peut utiliser l'une ou l'autre en première ou en deuxième intention, parce que, de toute manière, on est tous différents et on ne peut pas tous avoir le même traitement au même moment avec le même schéma de traitement. Alors, quels sont les besoins non couverts en termes d'œdème maculaire diabétique en 2022, avant d'aller plus loin et de voir vraiment ce qu'on peut proposer de nouveau? Il persiste des patients, un certain nombre de patients qui ont encore du fluide, malgré les injections d'anti-VEGF régulières. Dans le protocole T, vous voyez, sous aflibercept, un patient sur trois avait encore du fluide à 6 mois, malgré 6 injections mensuelles. Sous Beva, c'était même Avastin, c'était même 2 patients sur 3. Et dans la vraie vie, on se rend compte en France, dans différentes études, dans l'étude Apollon sur la partie gauche de vos diapositives, Boréal sur la partie droite, par exemple dans Apollon à gauche, à 1 an, vous avez les yeux qui ont du fluide intrarétinien, encore 2 tiers ont du fluide intrarétinien. Du fluide surrétinien, 5%. Dans l'étude Boréal, vous voyez bien, à 36 mois, on a encore 31% de patients qui ont encore du fluide. Donc les anti-VEGF sont efficaces, sont asséchants pour beaucoup de patients, mais pas pour certains patients quand même, plus ou moins majoritaires. Donc on a besoin de nouvelles molécules un peu plus asséchantes. L'étidriten, à 2 ans, nous montrait une extension possible de l'intervalle avec des patients qui allaient jusqu'à Q12, voire même plus. Mais néanmoins, dans cette étude RITEN, qui est une étude randomisée prospective, en traitement externe comme en PRN, la majorité des patients, comme vous le voyez, nécessitaient des traitements encore toutes les 4 à 8 semaines. Donc, vous voyez, on a vraiment un besoin non couvert. Donc, on a besoin de nouvelles voies d'action, de nouveaux mécanismes d'action, de nouvelles structures moléculaires, de nouvelles combinaisons thérapeutiques. Et puis, il y a aussi l'arrivée des biosimilaires qui arrivera, qui ne va pas non plus changer le paysage, on va dire, médical. C'est plus ce paysage économique qui peut être un peu, potentiellement un peu modifié. Euh, à la recherche de plus d'efficacité ou d'une plus longue durabilité, voilà en effet les deux objectifs que l'on souhaite avoir avec ces nouvelles molécules. Alors, une des nouvelles molécules en anti-VEGF, c'est le Beovu. Vous le connaissez. L'astuce était d'avoir une concentration molaire très importante, 11 fois celle de l'Eléa 2 mg, 22 fois celle du Lucentis. Vous savez qu'il y a eu un refus de remboursement en France sur la DMLA, d'ailleurs un des seuls pays au monde, l'AMM ayant été d'ailleurs de toute façon obtenu, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, qu'au Japon, qu'en Australie, etc. Par contre, dans l'OMDM maculaire diabétique, on va voir pourquoi, mais l'AMM, bien sûr, a été obtenu, mais le remboursement également par la commission de transparence du 14 septembre 2022. Et on espère que dans le premier trimestre 2023, on pourra utiliser Beovu en France pour l'œdème maculaire diabétique. Alors, l'étude Kite et Kestrel qui ont permis d'avoir cette OMM et ce remboursement, vous voyez ici le schéma de traitement, le design. Le bras comparateur, c'était l'aflibercept, 5 injections mensuelles classiquement, et puis après, c'était du Q8, ça allait jusqu'à 2 ans. Et puis le bras brolu, c'était aussi 5 injections en dose de charge, mais pas mensuelles, toutes les 6 semaines. Donc déjà, on va diminuer un peu le fardeau de cette dose de charge avec 6 semaines d'intervalle. Et puis après, les patients étaient en Q12, mais s'il y avait du liquide à certaines visites d'ajustement, comme vous le voyez en jaune, on pouvait descendre à Q8. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que le Brolu a montré sa non-infériorité fonctionnelle par rapport à la Flibercept sur la variation de l'acuité visuelle à la semaine 52, c'était le critère principal, et ce, malgré mon injection. Sa supériorité anatomique avec une amélioration significative de l'épaisseur centrale rétinienne comparativement à l'inclusion, étude Kite. De même, la proportion de patients qui ont une ECR de moins de 280 microns et la proportion de patients sans fluide rétinien était plus élevée sous Brolu comparé à la Flibercept 2 mg à 1 et 2 ans dans les deux études. Donc, un nombre moindre d'injections, 10 à 11 injections dans ces deux études versus 15 pour la Flibercept, grâce à un schéma allégé, certes, mais d'un autre côté, sans compromis sur l'efficacité fonctionnelle et anatomique, ce qui signifie probablement une meilleure durabilité, voire peut-être efficacité par injection du produit. Un intervalle de 12 semaines d'emblée après la phase d'induction a été maintenu chez plus de la moitié des patients traités par Brolu à 1 an et presque la moitié à 2 ans. La tolérance, c'est important de parler de la tolérance pour le Beovu. Dans l'OMD, la tolérance, elle est plutôt bonne. On a peu d'inflammation oculaire,
pas de cas de vascularite rétino-occlusive. Et vous voyez le taux d'inflammation, donc Israël Ecaille, qui est un peu supérieur à l'aflibercept, bien sûr, mais pas si important que ça. Pas de choses très graves. Même proportion de patients qui ont perdu 15 lettres à 2 ans avec les deux molécules, Brolu et Afli, d'où l'AMM européenne suivie du remboursement en France. Et puis, on a l'étude Kingfisher à 1 an, où là, les patients ont été traités de façon mensuelle par Brolu. Vous vous souvenez que dans la DMLA avec Merlin, on a vu beaucoup d'inflammation, 9,5% d'inflammation avec le Brolu, 4,5% avec la FLI. Et bien là, le Brolu en OMD, vous voyez, le taux d'inflammation est de 4% pour le Brolu versus 3% pour la FLI. Et le taux d'occlusion était de 0,3% pour Brolu, 0,6% pour la FLI, donc pas de différence. Donc, profil global comparable et favorable. La deuxième molécule nouvelle qui va arriver, c'est le Vabysmo, le faricimab, qui a la particularité, lui, d'un anticorps bispécifique à 2 têtes. Une tête anti-VEGF, on la connaît, et une tête qu'on ne connaît pas bien, c'est un anti-angiopoïétine 2, en fait. Parce qu'on sait qu'en conditions pathologiques, on a un switch angioénique de l'angiopoïétine 1 vers l'angiopoïétine 2, donc une hyperexpression de cette angiopoïétine 2. Et cette angiopoïétine 2, elle va déstabiliser la paroi vasculaire, ça va créer de l'inflammation, des fuites vasculaires. L'AMM a été obtenue aux États-Unis en janvier 2022 et en Europe en septembre 2022 pour les 2 indications. Et là, le remboursement est attendu un tout petit peu après BOVU, courant 2023. Les études Yosemite et Rhine qui ont permis d'obtenir cette AMM et puis donc après ce remboursement ont 3 bras d'études. L'aflibercept, 5 injections mensuelles puis après Q8 versus le faricimab où là c'est 6 injections mensuelles puis Q8 ou le bras du milieu, où là, c'est que 4 injections mensuelles, et puis après, un schéma de type PTI. Alors, c'est quoi le PTI? Le PTI, c'est un schéma qui peut ressembler un peu au Tritanexten. Alors, c'est pas vraiment un Tritanexten. Vous voyez, c'est un tout petit peu plus compliqué que le Tritanexten. C'est un ordinateur qui disait qu'il fallait étendre, maintenir ou réduire l'intervalle. En gros, vous avez compris ce que c'était. Hein. C'est une sorte de Tritanexten, on va dire. Et voilà les résultats. Dans les 3 groupes, finalement, on a des gains d'acuité visuelle qui sont similaires, donc identiques, similaires aussi pour les groupes FARI, PTI ou Q8. Et vous voyez, pour pourcentage de patients qui sont en Q12 ou Q16, on est à 72,4% des patients. Voilà. Les taux d'événements oculaires, ils sont très faibles en fait, pas de signal particulier, ça c'est plutôt rassurant quand même, c'est très intéressant comme résultat. Et puis on est allé donc jusqu'à 1 an dans ce tableau-là, mais en fait l'étude va jusqu'à 2 ans. Et ici, je vous ai remis ce qui est très important, c'est la durabilité. Vous voyez une durabilité donc des patients qui sont en Q12 ou en Q16, 72% à 1 an, 78% à 2 ans. Alors, on remarque quand même qu'on a toujours des patients sous Q4, hein, 12% à 1 an, 8% à 2 ans. Donc, on aura quand même encore besoin d'autres molécules et donc cette molécule ne peut pas répondre pour tous les patients. Mais vous voyez bien qu'on arrive à avoir une durabilité qui est vraiment bonne, vraiment intéressante, avec en médiane, 8 injections dans le bras PTI la première année. Et vous voyez, sur la deuxième année, on a 3 injections de plus dans le groupe PTI. Donc, ça nous fait 11 injections sur 2 ans. Ce chiffre vous rappelle le chiffre qu'on a avec le brolucizumab. Donc, voilà, 2 voies distinctes, je vous l'ai dit, des gains comparables de meilleure acuité visuelle, maintenus à 1 an, maintenus la deuxième année, une amélioration des données anatomiques avec le FARI, avec des intervalles qui vont jusqu'à 16 semaines, davantage de patients qui ont une absence d'OMD, davantage de patients qui ont une absence de fluide intrarétinien, pas de cas rapportés de vascularite rétinienne, de vascularite occlusive rétinienne, une durabilité tout à fait satisfaisante et des données d'extension qui vont arriver. Troisième molécule d'anti-VEGF à laquelle je voulais vous parler, c'est l'aflibercept 8 mg qui va arriver lui plus tard. On a eu des premières données à l'American Academy de 2022, il y a quelques semaines en arrière. C'est l'étude Photon pour l'OMD, avec vous voyez, des gains d'acuité visuelle entre l'afli 2 mg Q8 ou l'afli 8 mg Q12 ou l'afli 8 mg Q16. On a des gains d'acuité visuelle similaires. Et vous voyez le pourcentage de patients, on est à 91% de patients en Q12, 89% en Q16, et Q12 ou Q16, on est à 93% de patients, 7% qui sont en Q8. Et pas de, donc c'est vraiment assez bluffant. On attend vraiment de voir la publication pour aller plus loin, mais pour l'instant, ces résultats sont assez, font vraiment envie et sont
pour l'instant les plus bluffants qu'on ait vus, mais on attend encore une fois la publication. Et on n'a pas de nouveaux données de tolérance, de mauvaise tolérance par rapport aux 2 mg. Donc ça aussi, c'est un excellent signe. Maintenant, on va passer aux corticoïdes. On a des conférences de consensus sur l'Ozurdex. Vous voyez, on a 8 conférences de consensus qui existent, dont 2 qui ont été réalisées notamment par nous, la numéro 2 et la numéro 3. Et donc, si je vous les résume, ces conférences de consensus sur quand est-ce qu'utiliser l'Ozurdex en première intention, c'est chez les patients pseudophage, vous le voyez, chez les patients qui ont des difficultés à avoir des injections mensuelles, parce que vous avez vu qu'avec ces nouvelles molécules ou les anciennes molécules, il faut quand même des injections mensuelles au départ pour la loading dose, donc il va falloir que les patients viennent quand même assez régulièrement, même si on peut espérer qu'après, on pourra étendre un peu plus facilement, chez un nombre plus important de patients avec les nouvelles molécules d'anti-VEGF. S'il y a des antécédents cardiovasculaires assez récents, il faut penser aux corticoïdes. Si on planifie une chirurgie de cataracte, il faut penser aux corticoïdes. Si on a des signes inflammatoires biomarqueurs à l'OCT, il faut penser aux corticoïdes. Et puis, si les anti-VEGF ne répondent pas comme on veut, au bout de 3 à 6 mois, il faut switcher aux corticoïdes, il ne faut pas attendre plus. Voilà, ici, c'est l'arbre décisionnel classique. Je n'ai pas le temps en 10 minutes de vous le redétailler, mais je pense que vous le connaissez. En tout cas, il se trouve facilement dans la littérature. Je voulais terminer sur la place de l'iluvien dans la thérapeutique, avec une expérience grandissante de cette molécule. Vous avez en bleu marine l'implant de Ziodex qui va délivrer beaucoup, mais très vite, il ne va plus délivrer de corticoïdes, alors que l'iluvien va délivrer moins spontanément, mais va durer en fait. Et donc, l'objectif, c'est de changer le paradigme de traitement, de plus utiliser l'iluvien pour traiter l'œdème maculaire diabétique chronique, mais pour l'utiliser pour prévenir un cycle de l'œdème maculaire diabétique. Et c'est comme l'asthme. Et donc, je voudrais vraiment qu'on change maintenant tous notre verbatim. Comme dans l'asthme, il faudrait qu'on utilise pour l'iluvien le thérapeutique, la notion de traitement de fond grâce à l'iluvien, traitement de fond de notre œdème maculaire diabétique. Le traitement d'attaque, traitement de la crise, ce sera utilisé potentiellement par l'Ozurdex. Donc voilà, je voudrais vraiment qu'on arrive à changer le verbatim en France et à l'international de ça, et j'essaierai d'écrire un article prochainement avec d'autres leaders français pour essayer de convaincre vous tous nos collègues d'utiliser dorénavant ce verbatim. Alors, j'ai plus trop le temps de vous montrer l'arbre décisionnel, mais en gros, si on a un patient sous Ozurdex qui est bon répondeur, qui a des intervalles entre 2 injections acceptables pour le patient et le praticien, on peut continuer à l'Ozurdex. Mais si l'intervalle n'est pas acceptable pour le patient ou le praticien, il faut penser à l'iluvien avec 3 objectifs: diminuer le fardeau thérapeutique, prévenir la récidive de l'œdème maculaire diabétique et réduire les fluctuations anatomiques. Et probablement l'iluvien en traitement de fond sera utilisé maintenant de plus en plus, et l'est d'ailleurs de plus en plus. Soit on injecte l'iluvien seul, et si ça ne suffit pas à un mois, on complète par un Ozurdex, soit on fait un Ozurdex d'emblée pour traiter l'œdème maculaire diabétique, c'est vraiment important, suivi une semaine après d'une injection d'iluvien. Et puis, en cas de récidive, si c'est avant 2 ans, il ne faut pas hésiter à utiliser un traitement additionnel par Ozurdex. Ce n'est pas un facteur d'échec de l'iluvien. Au contraire, dans tout traitement de fond, parfois, vous avez besoin vous avez une crise, il faut faire un traitement d'attaque en plus du traitement de fond. C'est le cas. Et que, par exemple, si vous opérez une chirurgie de la cataracte sous iluvien, n'hésitez pas à faire un Ozurdex avant, et l'iluvien, après, prendra le relais. Après 2 ans, il faut considérer une deuxième injection d'iluvien potentiellement, puisqu'il va marcher 2 à 3 ans. Donc, que retenir? Les anti-VEGF sont efficaces dans les études interventionnelles pour 2 tiers des patients, mais encore du fluide pour 1 tiers de nos patients, et la majorité ont un intervalle d'injection de 8 semaines ou moins. Il faut traiter précocement et intensivement la première année, mais bien choisir le schéma de suivi et la molécule. En vraie vie, les anti-VEGF ne sont pas assez injectés. 2 tiers des patients gardent du fluide et les résultats visuels sont inférieurs à ceux obtenus avec le DEX implant, avec l'Ozurdex. Les nouveaux anti-VEGF, par contre, vont peut-être changer la donne. L'Ozurdex est efficace avec une meilleure durabilité et sans compromis sur les effets secondaires. L'hypertonie, c'est 20 à 30% maximum, contrôlable par collyre dans 97% des cas. C'est le traitement curatif de maculaire diabétique, c'est le traitement de crise, d'attaque. Et l'implant de fluocinol, l'iluvien, est efficace sans risque important d'hypertonie si on a bien sélectionné nos patients qui n'ont pas eu d'hypertonie sous Ozurdex, avec une durabilité de 2 à 3 ans, peut-être plutôt 3. C'est le traitement préventif du récidive de maculaire diabétique, c'est le traitement de fond. Voilà, je voulais vous remercier. Vous dire que l'année prochaine, il faut venir à Lyon pour la 8e édition du Congrès LOR, le 8 et 9 décembre 2023 pendant la Fête des Lumières. Je compte sur votre présence et je vous dis à bientôt et je vous remercie.